Les actualités africaines en exclusivité sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons notre boîte à actualités africaines avec les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie qui ont franchi un nouveau cap ces dernières semaines. Vendredi, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, la gestion du portuaire était au cœur du discours du Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, a insisté sur le respect de l'intégrité et la souveraineté de son territoire. La Somalie est actuellement gravement menacée par les récentes actions de l'Éthiopie qui violent de manière flagrante notre intégrité territoriale. Les tentatives de l'Éthiopie d'annexer des parties de la Somalie sous prétexte de garantir l'accès à la mer sont à la fois illégales et inutiles. Le port somalien ont toujours été accessibles aux activités commerciales légitimes de l'Éthiopie, ce qui témoigne de notre engagement en faveur du commerce et de la coopération au niveau régional, a déclaré le ministre somalien Hamza Abdi Barre. Addis Abeba et la région de séparatistes somaliens du Somaliland ont signé un accord qui prévoit un accès à la mer pour l'Éthiopie. Mogadiscio y voit un acte de guerre. Il a également ajouté « Ces actions ne sèment pas seulement la division à un moment où la Somalie s'efforce de parvenir à la paix et à la cohésion, mais servent également de propagande à des groupes terroristes comme Al-Shabaab qui exploitent les provocations éthiopiennes pour recruter et radicaliser des individus vulnérables. Un tel recours au mensonge constitue un risque important pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la Corne de l'Afrique. La Somalie affirme sa souveraineté et son droit de défendre son intégrité territoriale et appelle l'Éthiopie à cesser ses provocations et à se conformer au droit international, a déclaré M. Barre. Les efforts déployés par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour s'assurer un accès à la mer via la région somalienne semi-autonome du Somaliland ont suscité la colère des autorités somaliennes qui considèrent cette initiative comme un acte d'agression. Mesdames et messieurs, on va quitter l'Éthiopie et la Somalie pour courir à frôler la nuque pour justement atterrir au Nigeria pour parler de la manifestation contre la cherté de la vie prévu le 1er octobre. Au Nigeria, plusieurs organisations prévoient de manifester contre la hausse du coût de la vie le 1er octobre, date marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Sous le slogan Fearless October 1, ces jeunes dénoncent la suppression de subventions sur le carburant qui a entraîné une flambée de prix à la pompe. Parmi les autres revendications figure la dévaluation du Naira qui a aggravé l'inflation et le coût de la vie, accentuant les difficultés économiques pour la population. Malgré l'annonce du déploiement de forces de l'ordre, les organisateurs de la manifestation restent déterminés à descendre dans la rue. Selon eux, seule une annulation immédiate de la suppression de subventions au carburant pourrait le dissuader de manifester. Il a affirmé également que Fearless October 1 est la continuation du mouvement End Bad Governance qui s'est déroulé en octobre et durant lequel, selon Amnesty International, au moins 21 civils ont perdu la vie. Ces jeunes militants demandent en outre la libération de leurs camarades arrêtés lors de la précédente manifestation. On va se retirer du Nigeria, messieurs et dames, pour justement atterrir en République démocratique du Congo où on va parler de l'émotion et critique sur l'insécurité à Goma après l'assassinat de 3 civils. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le coordonnateur de la radio catholique Maria a été assassiné le 27 septembre 2024 avec des autres civils dans la commune de Karisimbi. Face à la criminalité grandissante, la société civile du Nord Kivu appelle les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation. C'est dans le quartier de Ndosho, à l'ouest de Goma,
qu'Edmond Bahati Mondja a été assassiné de plusieurs balles alors qu'il rentrait chez lui. L'abbé Moïji Adeodatus, directeur de la radio Maria, ne cacha pas son émotion. Pour lui, l'urgence de juguler la criminalité, notre radio est en deuil. C'est douloureux et inacceptable de perdre un engin dynamique. Nous demandons aux autorités politico-militaires de prendre au sérieux leurs responsabilités. Ces 3 civils assassinés ce week-end s'ajoutent à une longue liste de victimes tuées au quotidien à Goma par des hommes armés non identifiés. Douvan Obeni Katabazi, président de la société civile du Congo en Goma, rejette la faute sur les autorités. Pour tenter de mettre fin à l'insécurité à Goma, le maire de la ville a instauré en avril dernier l'opération Safisha Mouji, nettoyer la ville en français. Depuis, une cinquantaine de bandits ont été arrêtés, mais malgré cela, la situation de sécurité ne cesse de se dégrader. On va changer de chapitre tout de suite et maintenant pour partir de l'autre côté à Kenya où on parle d'un rapport accablant sur la corruption de la police. La police représente l'institution la plus corrompue du Kenya. C'est la conclusion livrée par l'ancien ministre kenyan de la Justice, David Maraga. En novembre 2023, il avait remis au président William Ruto un rapport sur l'état des services de police kenyanes. Ces documents a fuité cette semaine dans la presse locale et ces révélations sont accablantes. La circulation comme le plus corrompu de la police, des pots de vent demandés aux automobilistes, jusqu'à la participation active au trafic de marchandises illicites. C'est tout un système d'extorsion que le rapport met au jour et qui profite jusqu'au plus haut gradé. Chaque officier ayant droit à sa part, explique le rapport. C'est aux racines même de la police que s'immisce la corruption, selon David Maraga. Favoritisme, clientisme et népotisme régissent le recrutement qui bénéficie surtout à des proches de parlementaires. D'après les rapports, certains auraient déboursé jusqu'à 600 000 shillings, soit plus de 4 000 euros, pour intégrer le rang de la police. On va se quitter de Kenya pour revenir au Nigeria, où on parle cette fois-ci des avocats du leader séparatiste Befre Nnamdi Kanu dénoncent le viol de ses droits. Au Nigeria, les avocats du chef séparatiste Nnamdi Kanu dénoncent la violation de ses droits. Vendredi 27 septembre, 4 membres de la défense du leader Biafra ont eu leur accès à leurs clients refusés. Sans explication, Nnamdi Kanu est détenu par les services de renseignement à Abuja depuis son arrestation il y a 3 ans. Aucune explication n'a été donnée pour ce refus. Il intervient après la récusation de la juge principale soupçonnée de la partialité dans le procès du terrorisme de Nnamdi Kanu, le leader du mouvement indépendantiste. Pour Aloy Ejimakor, l'un des avocats du leader séparatiste dit Biafra, les 2 événements sont liés. Il y a une animosité, une hostilité qui a pu naître de ce qui s'est passé au tribunal le 24 septembre. Monsieur Kanu a demandé à la juge de se recuser et il a déclaré catégoriquement qu'il n'avait plus confiance dans le tribunal et dans ce juge en particulier et que son procès devrait être transféré à un autre juge. L'attitude des autorités a changé à ces moments-là, explique-t-il. L'avocat martèle qu'il n'est pas normal qu'un service de l'État viole le droit de gens. Les services de renseignement a toujours désobéi aux décisions de justice en ce qui concerne M. Kanu. Nous croyons que c'est à cause de la région du Nigeria d'où il vient, précise Lanoy Ejimakor. Comment allons-nous faire pour voir notre client? Nous ne pouvons pas ramper par la fenêtre. Cette affaire est très médiatisée. Nous avons donc besoin des garanties du service de renseignement que nous aurons en accès à notre client.
On va cette fois-ci changer de page pour ramasser la page égyptienne où justement on va parler de revenus du canal de Suez en baisse de 60%. C'est un véritable coup dur pour l'Égypte. Le nombre de navires traversant le canal de Suez a chuté de 50%, impactant le revenu provenant de cette route commerciale. L'Égypte subit les conséquences d'un conflit entre Israël et les Hamas. Le rebelle Houthi du Yémen intensifie leurs attaques contre navires qu'ils considèrent comme liés à l'État hébreu. Cette situation met en lumière les ramifications géopolitiques du conflit, affectant non seulement la sécurité régionale, mais aussi l'économie égyptienne. Le développement actuellement sont extrêmement préoccupants et pourraient entraîner une escalade du conflit dans la région, mettant en péril la stabilité. Nous avons déjà enregistré une perte de 50 à 60% de revenus du canal de Suez et au cours de 7 à 8 derniers mois. Cela s'est traduit par une perte de plus de 6 milliards de dollars. Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'impact économique sur la région et les implications pour la sécurité à long terme, a expliqué le président Abdel Fattah al-Sisi. Le canal de Suez avait rapporté à l'État égyptien plus de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale 2022 et 2023. La région et le monde traversent une période particulièrement difficile. En Égypte, nous avons veillé à adopter une politique équilibrée face à cette instabilité préoccupante. Nous avons averti que si cette situation perdure, elle pourrait avoir des graves conséquences, non seulement pour notre région, mais aussi à l'échelle mondiale. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour prévenir une escalade des tensions et assurer la stabilité à long terme, a-t-il ajouté. Depuis le début des tensions, de nombreux amartaires choisissent d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez, par où transitent habituellement 12 à 15% du trafic mondial. Ils déroutent désormais leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance au large de l'Afrique du Sud, ce qui entraîne une augmentation significative des volumes transportés sur cette alternative. On va cette fois-ci atterrir au Rwanda où justement on parle au moins de 6 morts dus au virus des Marburg. Les autorités sanitaires rwandaises sont en alerte épidémique suite à la détection du virus de Marburg avec au moins 26 cas confirmés et au moins 6 décès signalés à l'heure actuelle. Des cas du virus ont été signalés dans 7 des 30 districts du pays. 20 cas ont été isolés et reçoivent un traitement, tandis que 161 personnes ayant un contact avec le cas signalé ont été identifiées à ce jour et font l'objet d'une surveillance. Les autorités renforçant le mesure de réponse globale et approfondissant l'enquête pour déterminer l'origine de l'infection. Pour soutenir les efforts en cours, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mobilise son expertise et ses outils de lutte contre les épidémies, y compris des fournitures médicales d'urgence, afin d'aider à renforcer le mesure des contrôles mis en place pour enrayer le virus. Un lot de fournitures pour le soin clinique et la prévention et les contrôles des infections est en cours de préparation et sera livré à Kigali dans les prochains jours à partir du centre d'intervention d'urgence de l'OMS à Nairobi. Nous mettons rapidement en place tous les aspects essentiels de la riposte à la flambée pour aider le Rwanda à stopper rapidement et efficacement la propagation de ce virus, a déclaré le docteur Mashi Diso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Compte tenu du système d'intervention urgence en santé publique déjà solide du pays, l'OMS collabore étroitement avec les autorités nationales afin de fournir le soutien nécessaire pour renforcer encore les efforts en cours. On va, monsieur, madame, se quitter avec cette dernière actualité africaine où nous allons rapidement atterrir au Soudan pour parler de la guerre au Soudan.
Les Émirats arabes unis dénoncent une attaque contre la résidence de leur ambassadeur. Les Émirats arabes unis ont exprimé lundi 30 septembre 2024 leur indignation après une attaque contre la résidence de leur ambassadeur au Soudan, car ils sont accusés de prendre le parti des forces soutien rapide FCR dans la guerre que ces paramilitaires mènent contre l'armée. De son côté, l'armée dément les accusations des Émirats arabes unis à propos d'une attaque. Cela intervient alors que les combats font rage à Khartoum. L'armée y a gagné du terrain après avoir lancé une offensive. Les Émirats arabes unis accusent l'armée soudanaise d'avoir bombardé la résidence de son ambassadeur. Bien évidemment, les autorités fédérales installées à Port-Soudan accusent depuis 2 mois les Émirats arabes unis d'armer le paramilitaire de forces de soutien rapide. Sur un compte X, l'armée soudanaise dément ces accusations. Elle rappelle qu'elle ne s'attaque pas aux missions diplomatiques et d'ajouter que ces méthodes ressemblent plutôt à celles des FCR, milices soutenues par les Émirats arabes unis, conclut-elle. Dans la capitale, la situation humanitaire se dégrade encore ce matin. Encore des bombardements ont eu lieu dans le centre et le sud de la capitale vers la cité des sports. D'après les témoins sur place, ce week-end, l'armée soudanaise a pu pénétrer dans le nord de Khartoum et dans sa banlieue de Bari. Dimanche, elle publie sur les réseaux sociaux une vidéo de l'assistant du chef d'état-major faisant la revue de troupes dans la zone militaire des Kadarou et les congratulations pour leur victoire. Dans la ville, la situation humanitaire se dégrade encore. La salle d'urgence du Sud, une initiative d'aide menée par le GEN de la capitale, a annoncé dimanche la fin des soupes populaires en raison de l'épuisement de leur stock de nourriture. C'est ainsi, madame, monsieur, nous mettons un terme à nos actualités chaudes africaines dont nous vous avons concocté. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à très bientôt pour les prochaines actualités.